Bonjour, moi je m'appelle Alice Van Elden, je suis membre du comité para depuis à peu près un an et je fais actuellement une thèse en philosophie de la physique à l'université de Namur et donc je travaille sur une interprétation particulière de la mécanique quantique et donc je fais ça après avoir fait un bachelier de physique et puis un master de philosophie de la physique et des maths à Marseille. Voilà. Alors, j'ai commencé par définir très rapidement ce que c'est la physique quantique. Donc, la physique quantique, c'est en fait l'étude d'un certain type de comportement qu'on ne peut pas expliquer de manière classique. Il n'y a pas vraiment moyen de le dire autrement. En fait, il se fait que ces comportements, tous les objets plus petits qu'un atome les ont, mais il y a des exceptions. Donc, en labo, on arrive à étendre ces comportements à des objets plus grands, à conserver ça pour des objets plus grands. Donc, c'est vraiment, il faut dire que c'est un certain type de comportement qu'on étudie. Donc, je vais pas vous faire la liste maintenant, on va les voir au fur et à mesure. Mais donc, voilà. Et sinon, donc, la mécanique quantique, c'est une partie de la physique quantique, donc c'est en fait une théorie, et c'est la théorie fondamentale qui s'occupe donc de la matière et des rayonnements. Et donc c'est le socle de base de la physique quantique. Mais il y a d'autres théories aussi qui sont dans la physique quantique. Par exemple, la théorie quantique des champs, qui étend tout ça aux champs aussi. Il y a aussi la gravitation quantique à boucle, par exemple, qui essaye de faire pareil avec la gravité, etc. Donc la mécanique quantique, c'est important de la distinguer de l'interprétation de la mécanique quantique. La mécanique quantique, c'est vraiment un système formel mathématique qui sert à structurer les faits, qui sert à donner une description cohérente des faits. Mais ça ne fournit pas d'explication de qu'est-ce qui se passe vraiment. L'explication de qu'est-ce qu'il y a comme objet et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ça c'est l'interprétation de la mécanique quantique. Donc la mécanique quantique ne vous dira jamais ce que c'est un électron. Ça c'est l'interprétation qui vous le dira. Alors, cette théorie, elle est souvent évoquée pour des choses qui sortent de son domaine d'application. Donc on va analyser ça dans 4 domaines. Dans cette première partie, on va parler de médecine alternative et de doctrine de développement personnel. Et dans la partie du samedi prochain, on parlera de disciplines controversées qui se veulent scientifiques ou philosophiques. Donc je préviens tout de suite que moi je suis pas du tout là pour me prononcer sur la validité de ces disciplines, ni même sur celles des spécialistes qu'on va entendre. Je suis juste là vraiment pour analyser leur référence à la mécanique quantique. C'est tout. Alors, donc, on va commencer par les médecines alternatives. Alors, il y a une médecine alternative entière qui s'appelle la médecine quantique et qu'on présente généralement comme utilisant la biorésonance ou la morathérapie, ça c'est le nom de ses inventeurs. Et donc, qu'est-ce que c'est la biorésonance ? Eh ben, ce monsieur va nous l'expliquer. Après avoir exercé plusieurs activités professionnelles, Frédéric Besson se consacre depuis près de 2 ans à la biorésonance. Ce sportif amateur croit en cette technique développée par les chercheurs de la NASA, convaincu qu'il est que sa drôle de machine peut aider à prévenir et à guérir certaines pathologies. J'avais un problème de dos, ils m'ont juste rééquilibré les reins et la prostate, rien à voir forcément avec le dos, et 3 jours après, j'avais plus aucune douleur. Donc là, forcément, ça a fini de me convaincre du système. Donc là, tous les points rouges, c'est qu'il y a une... Voilà, tous les points rouges, c'est qu'il y a une perturbation, c'est qu'il y a des perturbations énergétiques. Parti se former en Ukraine, ce thérapeute, qui n'est pas médecin, dit pouvoir optimiser l'énergie qui est en chacun de nous en agissant sur les fréquences électromagnétiques de notre corps. Donc la biorésonance, c'est faire un diagnostic de toutes les perturbations énergétiques de notre corps. Par ce biais-là, en fait, chaque organe fonctionne avec des ondes hertziennes. Et donc, chaque organe a une puissance hertzienne. Et la biorésonance, c'est de faire le diagnostic de tous ces déséquilibres des ondes hertziennes en fait, correspondant aux organes concernés. Donc les ondes sont captées par le casque. C'est le casque qui sert d'émetteur et de récepteur de toutes les ondes qu'on a au niveau essentiellement de notre cerveau. En fait, notre cerveau fonctionne comme un compteur électrique. On ne va pas à l'organe même, mais on reste uniquement centré au niveau du cerveau. Des sportifs de haut niveau, comme le cycliste professionnel angevin Romain Cardis, utilisent la biorésonance, comme Novak Djokovic ou Tiger Woods avant lui. Alors, donc qu'est-ce qu'il dit ?
En gros, ce qu'il dit, c'est que les organes émettent des ondes hertziennes. C'est quoi les ondes hertziennes? C'est des ondes radio. Hein. Les ondes radio, c'est des ondes électromagnétiques de basse fréquence, c'est-à-dire c'est tout ce qui est en dessous de l'infrarouge en termes de fréquence. Donc ça, on en utilise régulièrement sur tout le spectre de 1 Hz à 1 THz. Les plus hautes fréquences étant utilisées pour faire les radios à l'hôpital, ce qu'on appelle les radios. Et en dessous de ça, il y a toutes les sortes de télécommunications, donc le Wi-Fi, la radio classique 21, tout ça. Donc si effectivement c'est vrai que notre corps en émet, c'est quand même assez bizarre qu'on ne les ait jamais détectés avec tous ces appareils jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à l'apparition de la biorésonance, quoi. Et il y a aussi un point un peu étrange, c'est que nous, on ne provoque pas des interférences par notre seule présence à côté de ces appareils. Parce qu'il faut savoir que, en fait, quand il y a des ondes de fréquences proches qui sont mises en contact, elles vont se perturber, elles vont interférer, et donc ça va faire qu'elles vont s'affaiblir ou se renforcer, se déformer, etc. Donc c'est assez remarquable, quoi. Ça, on l'a jamais constaté. Bon, ça c'est sur le plan physique, mais alors, par rapport à la mécanique quantique, c'est quoi le rapport ? En fait, il n'y en a pas. Donc là, on a un bel exemple de confusion entre la mécanique ondulatoire et la mécanique quantique. Il y a des tas d'ondes qui ne présentent jamais de comportement quantique. Par exemple, les ondes formées par un caillou quand on jette dans l'eau, ça vous vous en doutez que c'est pas quantique. Et en fait c'est pareil pour les ondes radio. Tout leur comportement s'explique par l'électromagnétisme classique. Donc une théorie ondulatoire classique. Alors donc je sais pas pourquoi on appelle ça la biorésonance médecine quantique, mais en tout cas ça ne nous concerne pas. Je vais quand même vous donner un exemple de comportement qu'on observe par contre parmi les objets qui sont quantiques. Donc par exemple la lumière visible, hein, qui est à beaucoup plus haute fréquence que les ondes radio. Donc c'est une expérience qui s'appelle les fentes de Young. C'est une expérience qui permet de sonder la nature de la lumière, donc de savoir si c'est des corpuscules, donc des espèces de petits corps, des petites boules de billard miniatures, ou un continu avec des ondes dedans, comme une espèce de mer ou de lac géant. Donc cette expérience, elle consiste à placer donc une source de lumière, et derrière cette source de lumière, un panneau avec 2 trous très petits et très rapprochés dedans. Il faut que ce soit vraiment très rapproché, environ quelques centaines de nanomètres. Et derrière ça, on met un écran sur lequel sera projetée la lumière à travers les trous. Alors, si la lumière est constituée de corpuscules, on s'attend à voir une projection comme ceci. Donc, les petits corps qui arrivent au niveau des fentes vont passer, ceux qui arrivent ailleurs vont rebondir ou être absorbés, et donc on voit 2 belles taches alignées avec les 2 trous. Si la lumière est une onde, avec plutôt si c'est un continu avec des ondes dedans, on s'attend à voir ceci. Donc comme je vous le disais, il y a des interférences. Donc là, il y a 2 ondes qui viennent des 2 fentes. Elles divergent à cause d'un phénomène qui s'appelle la diffraction, donc elles se rencontrent. Et quand elles se rencontrent, là où la première onde fait une bosse et la deuxième fait une bosse, quand il y a 2 bosses, elles vont faire une bosse plus grande. S'il y a un creux qui rencontre un creux, ça va faire un creux plus grand. Et s'il y a une bosse qui rencontre un creux, ça va s'annuler. Donc il va y avoir des zones entières où ça va être tout plat, où les ondes vont s'annuler. Et donc ça va se projeter sur l'écran sous forme de zones sombres, où il n'y a pas de lumière qui est arrivée. Par contre, donc les zones où les 2 ondes se sont renforcées, ça va faire des zones claires sur l'écran. Donc on va avoir une alternance de zones claires et de zones sombres. Ça c'est ce qu'on appelle une figure d'interférence, et c'est tout à fait caractéristique d'un comportement ondulatoire. Et c'est effectivement ça qu'on observe. Quand on envoie de la lumière à travers des fentes de Young, on voit que c'est un comportement ondulatoire. Donc on est content, ça veut dire que la lumière c'est des ondes. Mais ça c'était la première expérience. Il y a moyen de décliner un peu cette expérience, et plus récemment on a pu faire passer seulement une toute petite quantité de lumière à la fois par les fentes. Donc, en faisant ça, en fait, ce qu'on voit, c'est que cette petite quantité de lumière va arriver sur l'écran en un seul point. Donc, plutôt que de se répartir uniformément sur toute la figure d'interférence comme s'y serait attendu, ça arrive en un seul point. Donc ça, c'est un comportement corpusculaire. Donc cette petite quantité de lumière, on l'appelle un photon. Et en plus, il arrive en un seul point, le photon, mais en plus, il arrive au hasard. C'est-à-dire que c'est impossible de prévoir à l'avance à quel endroit un photon va arriver quand on l'envoie tout seul. Et même que ce soit dans les calculs ou expérimentalement, c'est impossible de le prévoir.
Donc on considère qu'il y a vraiment un hasard fondamental, un indéterminisme au sens propre. Voilà. Mais alors en plus, quand on en laisse beaucoup passer, quand on les laisse passer un par un, mais on peut laisser 1 heure entre, mais en tout cas on en accumule beaucoup, et ben on va voir réapparaître la figure d'interférence. Donc ça c'est très étonnant, parce que chaque photon est envoyé tout seul. Donc avec quoi il interfère? Il peut interférer avec rien, il n'y a rien dans le milieu, c'est le vide, machin. Et donc, il est obligé d'interférer avec lui-même. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que chaque photon doit être passé par les 2 fentes pour pouvoir interférer avec lui-même. Donc les photons doivent être des continus au niveau des fentes. Mais au moment où ils arrivent sur l'écran, ils doivent être un corpuscule. Donc là, on comprend pas, enfin, en tout cas, on a une alternance de comportements qui ont l'air contradictoires, donc ondulatoires et corpusculaires. Alors, vous allez souvent voir ce petit panneau que je vais mettre régulièrement, donc attention, cet effet est soumis à la décohérence. C'est quoi la décohérence? C'est un effet qu'on va voir plus en détail dans la deuxième partie de la conférence, mais pour le moment, je peux déjà vous dire que, grosso modo, c'est un effet qui fait disparaître tous les effets quantiques à grande échelle. Donc, c'est ça qui va faire que si vous mettez de l'eau dans une fente de Young plus grande, eh ben, il va toujours y avoir un comportement ondulatoire, jamais corpusculaire, et si vous envoyez des billes dans une fente de Young, il va toujours y avoir un comportement corpusculaire et jamais de figure d'interférence. Ok. Donc, on revient à notre médecine quantique. Donc, il n'y a pas que la biorésonance, en fait, dans la médecine quantique. Il y a aussi tout un fourre-tout qui combine plein d'autres disciplines alternatives. Donc, il y a de l'aromathérapie vibratoire, de l'hypnose quantique, de l'ostéopathie quantique, etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup. Et elles ont toutes un peu le même problème, donc de confondre ondulatoire et quantique, et que le rapport avec la quantique soit pas tout à fait clair. Donc la façon dont moi j'interprète ça, c'est que en fait c'est un phénomène de mode. Ça fait bien de mettre quantique après comme adjectif pour sa discipline, mais c'est un adjectif tout à fait artificiel qui reflète pas vraiment quoi que ce soit comme ressemblance concrète. Mais je me trompe peut-être, hein, je suis pas spécialiste de ces disciplines. Ça c'est le résultat de mes recherches. En tout cas, s'il y a un rapport, c'est pas clair. Alors il y a souvent aussi mention d'un lien. J'ai entendu quelque chose? Non? Ok. Il y a aussi souvent mention d'un lien entre la médecine quantique et la médecine chinoise, ou la médecine ayurvédique. Donc, la médecine ayurvédique, c'est la médecine hindoue. Ça, c'est pas tout à fait clair non plus c'est quoi le rapport de manière générale, mais moi, ce que je vois comme ressemblance entre les deux, c'est que, d'une part, c'est des médecines qui acceptent la contradiction, ce que fait aussi une certaine interprétation de la mécanique quantique, et d'autre part, c'est des médecines qui hypostasient l'énergie. Hypostasier, ça veut dire donner une existence concrète à un concept. Et ça a aussi été attribué à tort à la mécanique quantique. Donc on va voir ça plus précisément. Donc qu'est-ce qu'on a? On a les fentes de Young où on a des comportements qui sont contradictoires, ondulatoires et corpusculaires. C'est contradictoire parce que pour qu'il y ait des ondes dans un corps, il faut qu'il soit étendu sur une large zone spatiale, et alors qu'un petit corpuscule, c'est censé être rassemblé en un point. Donc c'est des natures qui sont vraiment incompatibles. Et on a aussi un autre résultat théorique très important de la mécanique quantique, qui est le principe d'incertitude de Heisenberg, on devrait dire plutôt théorème d'indétermination de Heisenberg, plus correctement, et qui dit que certaines propriétés ne peuvent pas être mesurées ni être calculées simultanément. Donc, il y a des paires de propriétés comme ça, par exemple la position et l'impulsion. L'impulsion c'est plus ou moins la même chose que la vitesse. L'énergie et la durée. Le spin c'est l'équivalent de l'aimantation pour les particules, ou la polarisation selon des angles perpendiculaires, etc., etc. Il y a toute une liste de paires de propriétés comme ça, où en fait c'est impossible de concevoir une expérience qui puisse les mesurer avec précision en même temps. On peut imaginer des expériences qui les mesurent vaguement, mais pas avec précision. Et donc, on a des natures incompatibles, on a des propriétés incompatibles, et pourtant tout ça est rassemblé dans les mêmes objets. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Eh bien, il y a une interprétation qui a été proposée par Niels Bohr, qui est un des fondateurs de la mécanique quantique, qui est
Oui, pardon, j'ai oublié de dire, remarquez le petit panneau, attention, le principe d'incertitude, c'est aussi soumis à la décohérence. Hein. Si vous prenez une boule de billard, elle a bien une position et une impulsion précises en même temps. C'est que les objets quantiques qui sont soumis à ce théorème d'indétermination. Donc, Bohr, il propose le principe de complémentarité. Ça, c'est un principe qui dit que ces aspects, donc qui sont incompatibles, hein, sont complémentaires, au sens où on reconnaît qu'ils sont incompatibles, ils sont mutuellement exclusifs, mais qu'il faut quand même qu'ils se complètent pour définir l'objet. Donc c'est un principe qui demande d'accepter la contradiction. Donc c'est d'accepter qu'il y ait des choses incompatibles qui pourtant se complètent dans un seul objet. Alors attention, ça relève de l'interprétation de la mécanique quantique. Donc c'est pas un fait. Il y a aussi un autre détail, c'est que c'est restreint à des aspects précis. Hein. C'est pas n'importe quoi qui peut être incompatible et pourtant complémentaire. Hein. C'est juste certaines propriétés qui font partie de la liste. Alors, donc ça c'est une interprétation, mais c'est pas la seule. Il y a aussi des interprétations où on considère, par exemple, qu'il y a à la fois une onde et une particule. Et donc, en fait, chaque fois, les propriétés qui sont incompatibles se répartissent entre l'onde et la particule, et ça fait qu'il n'y a jamais un seul objet qui porte des propriétés contradictoires. Donc ça, c'est une autre manière de contourner le problème. Sinon, il y a aussi d'autres interprétations qui proposent que ces aspects soient relatifs, comme le fait d'être grand ou petit, par exemple. Donc ça permet de garder le principe de complémentarité sans avoir de contradiction. De la même façon que quand on peut être à la fois grand et petit en même temps, mais par rapport à des référents différents, eh ben on peut être à la fois onde et corpuscule, mais par rapport à des interactions différentes. Donc voilà, il y a plein de façons d'interpréter ça. Et donc sur ce point-là, en fait, c'est le fait de dire que la médecine chinoise peut se fonder sur la mécanique quantique, ça, ce ne serait pas correct, parce que c'est déjà pas un fait, c'est une interprétation, et en plus, c'est pas tout à fait, c'est juste un vague rapprochement, c'est plutôt une analogie que vraiment fondée l'une sur l'autre. Alors, il y a une deuxième chose, donc, qui était l'hypostasie de l'énergie. Ça, c'est vraiment une erreur linguistique. Donc, on a choisi de traduire le qi, qui est un concept de médecine chinoise, par énergie, mais de façon totalement inadéquate. Le qi, c'est censé exister par soi-même, c'est censé circuler dans le corps, avoir une action sur le corps, alors que l'énergie, elle n'existe pas par elle-même. C'est toujours l'énergie de quelque chose. Donc l'énergie, que ce soit en physique classique ou en physique quantique, c'est une grandeur mathématique, donc un concept mathématique, qui synthétise plusieurs propriétés physiques réelles. Donc par exemple, la masse, la vitesse, la fréquence, ça dépend du contexte, hein. Et donc cette grandeur, c'est pratique parce que ça reflète la capacité générale du corps à produire du changement. Donc c'est ça l'énergie, c'est la capacité à produire du changement. Mais donc ça, vous vous rendez bien compte que ça n'a pas de sens de dire par exemple qu'il y a une boule d'énergie. Ça aurait aussi peu de sens de dire qu'il y a une boule d'énergie que de dire qu'il y a une boule de température par exemple. La température aussi, c'est pareil, c'est un concept mathématique qui reflète quelque chose, mais... Et donc... le fait de considérer l'énergie de cette façon-là, c'est vraiment une mauvaise compréhension de ce que c'est l'énergie. Alors, donc, pour ce qui est de la médecine quantique en général, on peut conclure de tout ça que ces revendications d'être fondées sur la mécanique quantique sont basées soit sur des analogies qui ne sont pas vraiment tout à fait correctes, soit sur des erreurs. Alors il y a un autre domaine de la médecine qui revendique d'être fondé sur la mécanique quantique, c'est l'homéopathie. Et donc ça, on va écouter les mots du spécialiste concerné. Donc ça, c'est la deuxième vidéo, dont je vous ai donné le lien. Et donc je vous conseille d'écouter attentivement parce que ce qu'il dit est très clair, en fait, il s'exprime très clairement. Et donc, c'est vraiment très compréhensible, ce qu'il veut dire. C'est le principe même de fonctionnement du corps humain qui dépend de l'homéopathie. Et c'est seulement la physique quantique des champs qui permet d'expliquer ça. L'eau est une espèce de mélange très
subtile de matière, c'est-à-dire de molécules d'eau, de photons, c'est-à-dire de lumière qui ont certaines fréquences, et de vide. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de soudage entre les molécules d'eau qui se fait par l'intermédiaire du vide qui les sépare, le ciment étant de la lumière. Donc évidemment, quand on a cette image que l'eau, c'est le principe actif, de la matière, du vide, de la lumière, on comprend très bien que quand on dilue, on retire le côté matière de ce qui n'était pas de l'eau, pour remettre à la place de cette matière une autre matière qui est l'eau. Mais est-ce qu'on retire la lumière? Parce que sa lumière était là, au départ. Eh bien, c'est l'idée que non. Et donc, quand vous diluez, vous enlevez de la matière, mais vous ajoutez de la lumière. L'eau existe sous deux états, en fait, très différents, et ça c'est su depuis Noël 2017. On peut dire que l'eau, lorsqu'elle est au contact d'elle-même, elle va soit se structurer par ces champs électromagnétiques dans un état qu'on appelle de basse densité, c'est-à-dire que les molécules vont être relativement éloignées les unes des autres, avec du vide. Et évidemment, ce vide vient de la force quantique, et à côté de ça, elle a un autre état où elle ne va pas exploiter cette propriété du vide d'avoir de l'énergie, auquel cas les molécules vont se rapprocher. Et que les molécules se rapprochant, on va avoir ce qu'on appelle un état de haute densité. Et l'eau oscille en permanence entre ces deux états. L'eau se forme une grille, on connaît même le pas de cette grille, c'est à peu près 100 nanomètres, 100 milliardièmes de mètre. Et donc cette grille, je peux mettre l'eau en haute densité ou en basse densité. Si je dis que l'eau en haute densité c'est 1 et que l'eau à basse densité c'est 0, je vais avoir 1, 0, 0, 0, 1, je peux coder n'importe quelle information. À partir du moment où vous avez une suite de 0 et de 1, si vous avez une interface qui décode cette suite de 0 et de 1, vous pouvez avoir un film, vous pouvez avoir un son, vous pouvez avoir tout ce qu'on veut, c'est le grand théorème de numérisation d'une information. Et la vitesse avec laquelle je passe d'un état à l'autre, c'est une fréquence. Donc là, il faut bien voir que ce qui est transmis, c'est un spectre de fréquences. Et en fait, c'est des ondes. Et donc, à partir du moment où vous additionnez des ondes, il faut se préoccuper aussi de la phase. Donc la dilution sélectionne la bonne intensité, la bonne fréquence et la bonne phase. Ok, alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'eau est un mélange de matière, de lumière et de vide. Eh bien ça, c'est vrai. Oui, j'ai vu passer des... Comment ça, il y a des photons dans l'eau tout à l'heure? Oui, oui, ça c'est vrai. Mais c'est seulement vrai selon un certain sens de ces mots. Alors déjà, il faut étendre le sens de lumière à photon. Habituellement, on réserve le terme de lumière pour la lumière visible. Parce qu'il y a des tas de trucs qui sont des photons qui ne sont pas de la lumière visible. Par exemple, les ondes radio, dont je parlais tout à l'heure, c'est des photons en fait. C'est la même nature que la lumière, c'est juste des fréquences différentes. Et ce dont il parle, qui est effectivement le ciment entre la matière, eh ben, c'est aussi des photons. C'est des interactions électromagnétiques. Et en fait, les interactions électromagnétiques, c'est des échanges de photons. Oui, donc quand vous avez des objets chargés qui s'attirent ou qui se repoussent, c'est pas magiquement à distance, sans se toucher, comme ça, qui se repoussent et qui s'attirent. Il y a des forces à distance nulle part dans la physique aujourd'hui. Donc, comment ils font? C'est qu'ils s'échangent des photons, et c'est ça qui va transmettre l'interaction. On dit que le photon, c'est le boson vecteur de l'interaction électromagnétique. Vecteur parce que c'est lui qui est responsable de cette interaction. Donc c'est bien des photons. Mais voyons ça de un petit peu plus près. Donc, de quoi est faite l'eau et, par extension, la matière ordinaire en général? Il y a bien de la matière et des interactions. Donc, du côté matière, à l'intérieur des noyaux, il y a des quarks. Donc ça, c'est les particules qui constituent les protons et les neutrons. Ce qui maintient les quarks ensemble, c'est ce qu'on appelle l'interaction forte. Et ça, c'est constitué de gluons. Donc, de nouveau, le boson vecteur de l'interaction forte, c'est des gluons. C'est des particules qui servent que à ça. Et donc, qui s'échangent entre les quarks. Autour de ça, donc, ce qui maintient les quarks ensemble, les nucléons ensemble, donc les protons et les neutrons ensemble, ça c'est la force forte résiduelle, qui est constituée de mésons. Donc ça c'est une classe de particules particulière, voilà. Vous n'avez pas spécialement besoin d'en savoir plus là-dessus. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les électrons, et ceux-là, ils sont soumis à des interactions électromagnétiques, qui sont donc des photons. Donc il y a d'abord le champ électromagnétique entre le noyau et les électrons, qui maintient les électrons à une certaine distance du noyau, ça c'est des photons. Il y a aussi entre atomes des liaisons chimiques, c'est aussi des photons. Et alors si on dézoome encore un peu, entre les molécules, il y a des forces de Van der Waals et il y a des liaisons hydrogènes. Dans l'eau en particulier, il y a ces deux-là qui jouent beaucoup, et c'est aussi des photons. Mais
une fois que je vous ai dit ça, vous comprenez bien que c'est pas du tout les mêmes photons que la lumière, puisque c'est une interaction en fait, ces photons. Et donc c'est pas quelque chose qui peut exister par soi-même. La lumière, elle peut subsister par elle-même, mais l'interaction, elle n'est rien d'autre que quelque chose qui se passe entre deux objets qui interagissent. Donc quand il dit que quand on fait une dilution homéopathique, on enlève le principe actif, en fait on enlève la matière mais on laisse la lumière qui structurait cette matière, ça c'est pas possible. Ce serait possible justement si c'était de la lumière visible, parce que la lumière visible elle peut rester par elle-même, mais là si on dit que on enlève les choses qui interagissent et que l'interaction reste, ben ça n'a pas de sens en fait. Donc ces photons-là, ils peuvent pas rester. Donc ça c'est impossible, ce principe physique qu'il explique, c'est impossible. Ça a l'air sérieux, mais c'est impossible. Voilà. Alors il y a aussi, je fais une petite parenthèse sur le fait qu'ils disent qu'il y a du vide. En fait, dans la physique actuelle, il y a du vide nulle part. Il y a des choses, ça dépend ce qu'on appelle vide. Si on appelle l'espace-temps du vide, alors oui, on peut dire qu'il y a du vide, mais l'espace-temps, en fait, c'est pas l'absence de quoi que ce soit. L'espace-temps, en fait, c'est un champ. Donc c'est un truc qui existe réellement par lui-même. C'est donc c'est un continu qui baigne tout l'univers, comme une espèce d'océan immense, et donc c'est quelque chose, en fait. Ou alors, en théorie quantique des champs, on a aussi un truc qui s'appelle le vide quantique, mais c'est aussi un champ. Bref, il y a plusieurs trucs en physique qu'on appelle vides et qui sont pas l'absence de quoi que ce soit, ils sont quelque chose en soi. En fait, en vrai, la question de savoir si le vide, le vide entendu comme l'absence de quoi que ce soit, c'est logiquement possible, c'est une controverse qui date de l'Antiquité. Alors, personnellement, je suis assez convaincue par la démonstration d'Aristote que c'est impossible en fait qu'il y ait du vide, c'est-à-dire une absence de quoi que ce soit entre du quelque chose, mais peu importe que ce soit possible ou pas, dans tous les cas, dans la physique actuelle, il y a de vide nulle part, il y a des champs partout. Alors, c'était la fin de la parenthèse. Ensuite, il parle de deux états de densité de l'eau. De l'eau liquide, on parle. Donc, ça c'est très intéressant en fait, parce que effectivement, récemment, il y a une étude que j'ai trouvé une étude de 2016 qui parle de ça. Il y a une possibilité qui a été évoquée qu'il y ait deux états de l'eau liquide, parce qu'en fait, il y a toute une série de propriétés de l'eau qui ont une cassure dans leur évolution, plus ou moins à la même température, donc plus ou moins à 60 degrés. Donc là, vous voyez sur les graphiques que ça monte, et puis il y a un coin dans le fait que ça monte ou que ça descende, plus ou moins vers 60 degrés. Donc ça pourrait laisser penser que effectivement, il y a vraiment deux états de l'eau liquide avec toutes leurs propriétés différentes, qui sont vraiment très différents, et donc qu'on peut vraiment qualifier d'états, parce que pour que ce soit des états, il faut que la limite soit assez claire, il faut que ce soit binaire, il ne faut pas que ce soit un continu. Mais là, vous pouvez remarquer qu'en fait, il n'y a pas la densité dans toutes ces propriétés. Donc c'est la conductivité, l'indice de réfraction, la tension de surface, des choses comme ça, des propriétés de l'eau, mais il n'y a pas la densité. La densité, à cette température-là, elle varie de façon tout à fait continue. Elle a un minimum, mais c'est à 4 degrés, donc ça n'a rien à voir. Donc dans l'eau, il n'y a pas ça. Par contre, il y a bien un état de l'eau dans lequel il y a des sous-états qui sont vraiment distincts. Et un état de haute densité, un état de basse densité, et c'est la glace. C'est pas la glace cristalline habituelle, c'est la glace amorphe. Donc en gros, si vous prenez de la glace normale et que vous la compressez, elle peut s'arranger de plusieurs manières différentes, et ça va faire qu'il va pouvoir y avoir un état de beaucoup plus haute densité si elle s'arrange mieux, et un état de plus basse densité si elle s'arrange d'une autre façon. Et c'est vraiment binaire, donc là on pourrait vraiment attribuer ça à des 0 et des 1, parce que c'est vraiment des états distincts. Sauf que le corps il n'est pas constitué de glace, et ce serait quand même un peu gênant si l'homéopathie gelait le corps, donc je pense pas que ce soit très utile dans la compréhension de l'homéopathie. Mais c'est tout à fait fascinant, mais c'est juste pas vraiment utile ici. Donc je pense qu'en fait il y a une confusion dans la tête de ce monsieur entre la glace et l'eau liquide, et donc voilà, et je pense que, et dans tous les cas, ça n'a rien à voir avec la mécanique quantique. S'il y en a qui suivent un peu, là on est à parler des propriétés macroscopiques de l'eau. Donc c'est pas quantique cette histoire. Alors les gens un peu finaux parmi vous auront remarqué que le seul truc qui s'en rapproche vaguement, c'est qu'ils parlent d'ondes. Donc là on retrouve de nouveau la confusion entre ondulatoire et quantique. Alors de fait, une onde qui est la propagation d'une variation de densité dans l'eau, on en connaît, ça s'appelle du son.
ou une onde de choc. Hein. Et ça, c'est tout à fait classique au monde. Donc, ça c'est pour ce qu'il dit, mais de manière générale, vous pouvez retenir que l'eau, c'est beaucoup trop agité pour qu'il y ait quoi que ce soit de comportement quantique dedans. Donc, l'eau c'est mort, quoi. Laissez tomber. On verra pourquoi plus tard. Alors, on a fini avec les médecines, on passe au développement personnel. Donc là, vous avez un magnifique exemple ici. J'ai rien trouvé d'aussi beau en français, donc je vous l'ai mis en anglais. Mais je vous explique un peu. Donc, en vrai, il y a tout ce qu'il y a dans ces doctrines de développement personnel en 3 paragraphes. Premier paragraphe, c'est du vocabulaire de l'ordre du spirituel, pardon. Donc on parle de l'ordre de l'univers, etc. Deuxième paragraphe, du vocabulaire pseudo-scientifique. On dit en gros la mécanique quantique est d'accord avec nous. Donc là ils utilisent les mots cutting edge science, c'est-à-dire la science de pointe, dit la même chose que nous. Et troisième paragraphe, acheter notre livre. Il y a toujours un truc à acheter. Donc voilà, ça c'est un exemple typique. Donc dans ce cas-là, c'est pour la loi de l'attraction, qui est donc une doctrine qui dit que quand on a une bonne personne, on va attirer des bonnes personnes. Quand on a une mauvaise personne, on va attirer des mauvaises personnes, en gros. Mais donc il y a d'autres exemples. Je vais vous montrer un extrait de documentaire là-dessus. Et toutes ces doctrines ont en commun d'avoir un mysticisme quantique caractéristique. Donc ça se caractérise par une alternance entre du vocabulaire spirituel ou religieux avec du vocabulaire scientifique ou philosophique. Et ce qu'elles vont chercher dans la mécanique quantique, c'est le fait de dire qu'il y a une influence de l'esprit sur la réalité. Donc ça, ils vont le chercher dans le fait, dans une interprétation de la mécanique quantique qui dit qu'il y a un rôle fondamental de l'observateur dans la détermination des propriétés. Qu'en mesurant les propriétés, en fait, l'observateur crée ses propriétés. Et ça, on va revenir là-dessus après l'extrait de documentaire. Donc, vous pouvez aller voir la 3e vidéo, c'est un extrait du documentaire What the Bleep Do We Know? Bleep, c'est pour le son de censure, hein, c'est What the fuck do we know? Mais, bref. Et c'est magnifique comme documentaire, au niveau effets spéciaux, c'est vraiment un niveau de pro, il y a des vrais acteurs et tout, c'est un docu-fiction. Hein. Et il y a des tas de physiciens, de gens très respectables qui sont interviewés, donc c'est tout à fait attractif. And Mr. Masuro Emoto. Mr. Emoto became terribly interested in the molecular structure of water and what affects it. Now, water is the most receptive of the 4 elements. Mr. Emoto thought perhaps it would respond to non-physical events. So he set up a series of studies, applied mental stimuli, and photographed it with a dark field microscope. This first picture is a picture of water from the Fujiwara Dam. And this picture is the same water after receiving a blessing from a Zen Buddhist monk. Now, in this next series of pictures, Mr. Emoto printed out words, taped them to bottles of distilled water, and left them out overnight. This first photograph is a picture of the pure distilled water, just the essence of itself. These subsequent photographs, as you can see, are each different. This is the Chi of love. And we move along here to thank you. And you can see where he taped that to this bottle here. But if you read Japanese, you already knew that. Now, Mr. Emoto speaks of the thought or intent being the driving force in all of this. The science of how that actually affects the molecules is unknown, except to the water molecules, of course. And it's really fascinating when you keep in mind that 90% of our bodies are water. Makes you wonder, doesn't it? If thoughts can do that to water, imagine what our thoughts can do to us.
Absolutely. Thought alone can completely change the body. Most people don't affect reality in a consistent, substantial way because they don't believe they can. They write an intention and then they erase it because they think that's silly. I mean, I can't do that. And then they write it again and then they erase it. So time average, it's a very small effect. And it really comes down to the fact that they believe they can't do it. If you accept with every rudiment of your being that you will walk on water, will it happen? Yes, it will. But you know, it's like positive thinking. It's a wonderful idea, positive thinking. But what it usually means is that I have a little smear of positive thinking covering a whole mass of negative thinking. So thinking positive is not really thinking positive, it's just disguising the negative thinking that we have. When we think of things, then we make the reality more concrete than it is. And that's where we become stuck. We become stuck in the sameness of reality. Because if reality is concrete, obviously I'm insignificant. I cannot really change it. But if reality is my possibility of consciousness itself, then immediately comes the question of how can I change it? How can I make it better? How can I make it happier? You see how we are extending the image of ourselves? In the old thinking, I cannot change anything because I don't have any role at all in reality. Reality is already there. It's material objects moving in their own way from deterministic laws. And mathematics determines what they will do in a given situation. I, the experiencer, have no role at all. In the new view, yes, mathematics can give us something. It gives us the possibilities that all these movements can assume, but it cannot give us the actual experience that I'll be having in my consciousness. I choose that experience. And therefore, literally, I create my own reality. It may sound like a tremendous bombastic claim by some new agey without any understanding of physics whatsoever, but really quantum physics is telling us that. Je vois que les gens sont assez choqués. Ce documentaire a eu énormément de succès, hein, surtout dans les pays anglophones. Et vraiment, les physiciens qui parlent dedans, c'est des vrais physiciens. Bon, pas tous, hein, mais il y en a quelques-uns qui sont des vrais physiciens, tout à fait respectables. Donc pour ce qui est de l'expérience au début avec l'eau, c'est pas vraiment nécessaire d'élaborer là-dessus, il suffit de dire que ça n'a jamais pu être reproduit. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse ici, donc c'est la référence à la mécanique quantique. Hein. Donc là, il dit juste le mot tout à la fin, mais en fait, dans tout le documentaire, ils font que parler de ça. Hein. Donc, en gros, dans ce documentaire, il y a 3 trucs principaux. La première chose, c'est de dire que l'esprit peut modifier la réalité. Et donc ça, c'est basé sur la quantique et aussi sur une référence à la neurologie qui dit donc que grâce à la plasticité du cerveau, en fait, les pensées récurrentes transforment les neurones transforment le cerveau de manière à ce que ce soit des chemins neuronaux plus faciles à emprunter, donc on va plus facilement retomber sur ces pensées-là. Donc ça leur sert à dire que la pensée positive peut changer nous-mêmes et changer la réalité. Il y a une deuxième chose qui parle de superposition des esprits. Donc, ils disent que nous sommes tous un, donc nous sommes un esprit universel. Et ça, il se fait qu'il y a des fondateurs de la mécanique quantique qui l'ont défendu. Par exemple, Schrödinger, c'était ça son interprétation du monde, et ça va avec son interprétation de la mécanique quantique. Donc ça a effectivement un certain rapport, mais c'est pas vraiment la peine de s'étendre là-dessus, parce que c'est vraiment très très marginal comme interprétation. Et sinon, il y a une troisième chose, c'est donc une grande discussion sur la religion. Donc ils disent nous sommes Dieu, il faut une nouvelle religion qui prenne en compte la mécanique quantique, etc. Donc ça, c'est vraiment du mysticisme quantique au sens propre. Alors, ce qui nous intéresse, c'est d'où ça sort cette idée que nous modifions la réalité, qui est vraiment développée. Alors, on va reprendre les fentes de Jung. Donc vous vous souvenez qu'il y avait une figure attendue pour des corpuscules et une figure attendue pour une onde, comme nature de la lumière. Et en fait, donc, on peut modifier cette expérience en mettant derrière les fentes des détecteurs qui vont permettre de savoir par où est passé le photon.
Et ces détecteurs vont pas absorber le photon, ils vont le laisser passer, mais il va laisser une trace dedans. Donc il va quand même aller après atterrir sur l'écran, mais on va pouvoir savoir par quelle fente le photon est passé. Et quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, on observe la figure qui correspond à des corpuscules. Donc ça change la figure. Ça fait disparaître la figure d'interférence. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que si maintenant on réarrange les détecteurs pour ne pas pouvoir savoir par quelle fente est passé le photon, donc par exemple si on redirige les deux signaux vers un seul signal, etc., et ben la figure d'interférence reviendra. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une expérience de gomme quantique. Donc c'est tout à fait étonnant, ça laisse vraiment à penser que l'observateur, c'est lui qui est responsable des propriétés et des natures de ce qu'il est en train d'observer, quoi. Il y a aussi d'autres expériences qui montrent ce genre de choses, notamment quand on travaille avec des paires de propriétés qui sont soumises au principe d'incertitude. Par exemple, la position et la vitesse. L'ordre dans lequel on mesure les propriétés change le résultat final. Donc, si on mesure d'abord la position et après la vitesse, on va avoir un résultat. Si on mesure d'abord la vitesse et après la position, on va avoir un autre résultat. Donc ça montre au minimum que la mesure perturbe les propriétés des objets. Donc, remarquez le petit panneau, ça c'est des effets qui sont aussi soumis à la décohérence. Je préfère quand même le rappeler. Donc, je vous ai dit que ça pouvait faire penser que l'observateur avait un grand rôle dans la détermination des propriétés. Maintenant, ça c'est une interprétation, mais on peut l'interpréter différemment. Par exemple, l'interprétation dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il y a à chaque fois une onde et un corpuscule qui vont ensemble, et ben elle dit que en fait, il faut prendre l'appareil de mesure de façon holiste, donc le prendre en entier. Et en fait, il se fait que c'est pas le même détecteur c'est pas la même expérience en entier si les détecteurs sont redirigés de façon à ce qu'on puisse pas savoir par où le photon est passé, par rapport à si on peut savoir quoi. En fait, physiquement, il va y avoir une différence dans la disposition des détecteurs. Et ça va avoir une influence sur le photon, parce que le photon, il commence par envoyer une onde, l'onde elle précède le corpuscule, elle arrive dans tout le détecteur, et donc en fait elle va être perturbée par le détecteur, par la simple présence du détecteur, des fentes, etc. Elle va être perturbée, et elle va être perturbée différemment selon la disposition des détecteurs. Donc elle va perturber, du coup, elle va perturber le corpuscule qui rebondit dessus, et donc le corpuscule va faire un truc différent en fonction de la disposition des détecteurs. Et donc c'est pour ça qu'au final, on a une figure d'interférence ou pas. Donc ça, c'est une façon de le voir. Il y a aussi une autre interprétation qui dit que, en fait, c'est pas lié à l'observateur, mais c'est lié au nombre de propriétés objectives que peut avoir le photon. Et en fait, le photon réalise toutes les possibilités. Pardon, j'ai dit le nombre de propriétés, je voulais dire le nombre de possibilités objectives que le photon a, et qu'il réalise toutes les possibilités qui sont possibles. Donc ça, c'est un peu l'interprétation la plus courante, c'est de dire, quand le photon arrive, en fait, s'il n'y a pas de détecteur, il peut passer par les deux fentes, il y a deux possibilités, donc il va faire les deux. S'il y a un détecteur, en fait, ça force une seule possibilité, donc ça le force à choisir une des deux. C'est pas choisir au sens d'une intention, hein, c'est juste que ça le force à adopter une des deux possibilités, donc à passer soit par la fente de droite, soit par la fente de gauche. Ou du bas ou du haut, enfin bon, on s'en fout. Et donc, si les détecteurs sont organisés de façon à perdre cette information, en fait, du coup, il a de nouveau deux possibilités. Donc, il va à nouveau réaliser les deux possibilités. Et donc, ça va faire qu'il va y avoir des interférences ou pas, juste en fonction du photon, et pas en fonction de s'il y a un observateur qui est là ou pas. Et sinon, il y a aussi des interprétations qui combinent ces deux trucs, ou qui proposent autre chose, etc. Il y a plein de façons de voir ça. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier dans la mécanique quantique. Il y a rarement ça dans d'autres domaines de la physique, c'est qu'il y a vraiment, à chaque expérience, plusieurs interprétations. Donc ça peut être assez perturbant. Donc là, je vous ai fait une petite frise avec les interprétations alternatives principales, sachant que l'interprétation standard, donc qui n'est pas là-dessus, c'est celle qui donne un rôle plus important à l'observateur. Hein. Mais donc là, c'est les principales, mais il y en a peut-être 30, quoi. Chacun y va de la sienne, etc. Donc.
Et pour chaque interprétation, il y a une ontologie et une théorie de la connaissance qui sont différentes à chaque fois. Une ontologie, c'est quoi? C'est l'étude de ce qui existe et de sous quelle forme ça existe. Donc c'est une vision du monde, en quelque sorte. Donc à chaque fois, une vision du monde et de la connaissance qui correspond à chaque interprétation. Donc, quand on va choisir une interprétation, nos choix philosophiques sur le monde et sur la connaissance vont déterminer nos choix d'interprétation. Mais ça va pas aller dans l'autre sens. C'est pas parce qu'on va adopter une interprétation qui nous dit que le monde est déformé par l'esprit que on va devoir changer toute notre vision du monde pour que le monde puisse être déformé par l'esprit. Non, si on pense pas que le monde est déformé par l'esprit, on va choisir une interprétation où le monde n'est pas déformé par l'esprit. Et inversement, si on pense que le monde est déformé par l'esprit, bah, ça ne nous dérangera pas de prendre une interprétation où il y a ça. Et donc ça, c'est un piège qu'on entend souvent, et notamment dans ce documentaire, c'est qu'on nous dit la mécanique quantique nous force à accepter que l'esprit a une influence sur le monde. Mais ça, elle nous force à rien, la mécanique quantique. En tout cas, pour le moment, et je vois pas comment elle pourrait un jour nous forcer à quoi que ce soit comme vision du monde, puisque la mécanique quantique, c'est une petite partie de la physique, qui est une petite partie de la science, alors que la vision du monde, ça relève de la philosophie, qui est un domaine beaucoup plus large, quoi. Donc, à mon avis, ce sera jamais le cas. Mais donc, effectivement, il y a bien une des interprétations possibles, qui est que l'observateur, enfin l'observation par un être conscient, pour être précis, détermine l'état du photon. Mais même là, en fait, même si ça détermine l'état du photon, les objets de notre quotidien, c'est pas des photons. Ils n'ont pas de propriétés quantiques. Donc, si on fait l'expérience des fentes de Young avec de l'eau, là, si on fait cette expérience-là avec de l'eau, qui ondule, qu'on mette des détecteurs ou pas, ça va rien changer. Il va y avoir une figure d'interférence, point. Etc. Donc, même si nous déterminons les propriétés quantiques, nous ne déterminons pas les propriétés pas quantiques. Et c'est quand même ça qui est dans la majorité de notre environnement quotidien. Donc, ça sert pas à grand-chose d'arriver à déterminer les propriétés quantiques, quoi. Et alors, il y a aussi un autre piège qui est qu'il laisse penser que c'est la pensée positive qui permet d'avoir cet effet sur le monde. Mais là, dans l'expérience, c'est pas parce qu'on l'a voulu plus fort que les photons ont été quantiques. Il n'y a pas d'incidence de la pensée positive de l'observateur sur l'expérience. L'observateur, il doit juste être là, et regarder, et c'est tout. Il ne doit pas être en paix avec lui-même, ou prier. Le nombre de physiciens qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes, c'est des gens normaux, c'est pas des Dalai Lama, quoi. Et donc, ça ne peut pas être justifié par cette expérience, et par la mécanique quantique en général. Donc, probablement qu'effectivement, en prenant la vie du bon côté, vous serez plus heureux pour des tas de raisons psychologiques et sociales, mais c'est pas parce que la réalité est déformable à souhait grâce à notre pouvoir d'observateur quantique. C'est pas ça, il n'y a pas besoin de ça pour dire des choses de développement personnel. Et le fait de baser ces affirmations de faire semblant que ces affirmations sont basées sur des fondements scientifiques, ça, c'est vraiment de la malhonnêteté intellectuelle. Donc, conclusion très rapide. Méfiez-vous.